Donc vous avez déjà vu le titre de la conférence, les photons rougissent-ils lorsqu'ils sont amoureux? On va voir pourquoi par la suite. On va commencer par parler de biologie quantique. Alors ça, je sais que vous en avez déjà entendu parler, puisque ça a été évoqué dans le fil de discussion la dernière fois. Donc ça consiste essentiellement en c'est concentré sur 4 phénomènes. Il y a la magnétoception, dont on a parlé, l'odorat, la photosynthèse, je pense que ça a été évoqué aussi, et les mutations de l'ADN. Et donc on va voir sous quelle forme c'est présenté dans le grand public en général. Aujourd'hui, je pars en mission dans la nature. Je vais vous prouver que la physique quantique est la clé des plus grands mystères de la biologie. C'est une grande aventure que je vais vivre et un défi que je me lance. Mon objectif, appliquer les théories que je connais si bien et que j'ai observées en laboratoire au monde du vivant. Je suis persuadé que la physique quantique peut expliquer les mystères de la vie. Les particules que j'étudie sont partout, comme des fantômes au cœur de nos châteaux. Quand les plantes absorbent la lumière du jour, leurs cellules se chargent d'ondes qui rayonnent partout à la fois. Même nos 5 sens fonctionnent grâce à d'étranges vibrations quantiques. Dans le monde merveilleux de la biologie moléculaire, la vie est le fruit du hasard et des lois quantiques. Oui, donc c'est très sensationnel, hein, ça on peut déjà le voir. Mais bon, c'est science et vie, il faut pas trop s'attendre à grand chose. Donc dans ce documentaire, donc ça c'est juste l'introduction, mais dans le documentaire il parle essentiellement de ces 4 effets. Et donc on va commencer par parler de la magnétoception. Donc c'est un sens qui est notamment présent chez les oiseaux, il y a aussi chez d'autres espèces animales, par exemple les tortues, voilà. Et c'est mal compris. C'est probablement en fait une combinaison de plusieurs mécanismes différents selon l'espèce, même parmi les oiseaux. Donc il y a des oiseaux où c'est plutôt basé sur du métal dans leur bec ou quoi. Mais donc il y a un des mécanismes possibles qui serait basé dans les yeux. Donc dans les yeux, il y a des protéines qui s'appellent les cryptochromes qui produisent des paires de radicaux lorsqu'elles sont exposées à la lumière bleue. Donc c'est une réaction d'oxydoréduction. Les paires de radicaux, c'est des électrons. Hein. Et ces radicaux s'orientent donc différemment selon la direction du champ magnétique à cet endroit-là, puisque c'est des particules chargées. Donc ils sont sensibles au champ magnétique. Or ça influencerait donc la durée pendant laquelle ces protéines, les cryptochromes, sont activées. Et ces protéines, elles auraient une influence sur le fonctionnement de la rétine. Et donc l'oiseau pourrait percevoir l'orientation du champ magnétique via donc l'influence des cryptochromes sur sa rétine, sur sa vision, quoi. Et donc les paires de radicaux émises, en l'occurrence, elles pourraient être intriquées. Ça fonctionnerait si elles étaient intriquées. Mais en fait, ça fonctionnerait aussi si elles n'étaient pas intriquées. Ça s'explique aussi de toute façon, même si les radicaux libres ne sont pas intriqués. Donc, quand on voit ce genre de double possibilité, moi je dirais que comme l'essentiel des processus à cette échelle sont classiques, on a plus de chances de tomber juste si on reste dans des processus classiques à choisir. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne dans la science. Quand on a une explication extraordinaire et une explication plus courante, on va choisir l'explication plus courante. Du coup, l'explication quantique, elle est superflue, donc autant la rejeter pour le moment, en vertu du rasoir d'Occam, tout simplement. Mais ça, c'est mon avis. Donc, il parle dans la vidéo de nos sens. En fait, ça concerne un sens, qui est l'odorat. Il y a une théorie classique de l'odorat, qui est que les récepteurs de chaque odeur ont une certaine forme, et pour être activés, il faut qu'il y ait une molécule de la bonne forme qui entre dedans. Mais il y a un problème, c'est qu'il y a des molécules différentes qui ont la même odeur. Par exemple, le cyanure d'hydrogène, et ça sent l'amande, ça a la même odeur que l'amande. D'ailleurs, mon prof de chimie nous disait toujours que si vous sentez l'amande dans un bâtiment de chimie, c'est déjà trop tard, vous êtes mort. Il faut partir avant, dès que vous voyez les chimistes courir. De manière générale, quand vous voyez des chimistes courir, vous courez plus vite qu'eux. Bref.
Donc il y a des molécules différentes qui sentent la même chose. Alors il y a une théorie alternative qui a été proposée, qui est une théorie vibratoire de l'odorat. Et donc c'est basé sur l'idée que les molécules et les récepteurs conserveraient des propriétés quantiques, et notamment la dualité onde-corpuscule, qu'on a vu avec les fentes de Young. Donc ce serait aussi des ondes, en plus d'être des corpuscules, puisque dans les molécules, on considère en général qu'il y a des atomes bien délimités, etc. Et donc il pourrait, si c'était aussi des ondes, il pourrait y avoir des interférences entre les ondes de la molécule et les ondes du récepteur, et donc ça activerait ou pas le récepteur, mais d'une façon un peu plus complexe que simplement par la forme, quoi. Donc ça pourrait expliquer ces choses inexplicables. Sauf qu'en fait, c'est aussi superflu comme théorie, parce que y a déjà des solutions dans la théorie classique qui ont été ajoutées par la suite pour répondre justement à ces problèmes-là, et notamment en prenant en compte de manière plus fine les zones de polarisation dans les molécules. Donc au final c'est la même chose que pour la magnétoception, on a deux possibilités, donc autant rester dans la théorie classique. Pour la photosynthèse, alors là il y a une vraie controverse, donc, qui est en cours. Donc en gros, quand la lumière arrive dans la cellule, donc des cellules qui font la photosynthèse, donc elle est absorbée par certaines protéines, et ça excite des électrons. Ça veut dire que ça les éloigne du noyau. C'est ça, exciter un électron, c'est l'éloigner du noyau. Donc normalement, les électrons se désexcitent en réémettant des photons, qui vont être absorbés par d'autres électrons, etc., etc. Et donc l'excitation va se diffuser un peu n'importe comment, en étant renvoyée dans tous les sens. Sauf que dans le cas de la photosynthèse, en fait, cette excitation, elle va être transmise hyper efficacement, étonnamment. Elle va être transmise quasiment sans perte, et très rapidement, directement, au site de réaction où la photosynthèse va produire de l'énergie pour la cellule. Et donc ça s'expliquerait si le complexe protéique par lequel ça transite, qui s'appelle le FMO, si ce complexe protéique était quantique. Parce que en chimie quantique, les électrons qui sont partagés dans une liaison, on ne considère pas qu'ils sont juste en train de flotter au milieu de la liaison, enfin au milieu des deux atomes. En fait, on considère qu'ils sont délocalisés dans toute la région électronique des atomes liés. En fait, ils n'ont pas de position précise, ils sont à la fois autour et entre les atomes. Ils sont délocalisés. On avait vu avec le principe d'incertitude de Heisenberg qu'il pouvait y avoir des situations où les objets quantiques n'ont pas de position précise. Ça, c'est une de ces situations. Et donc, du coup, une protéine quantique, en fait, ce serait une sorte de soupe d'électrons qui sont répandus partout autour des noyaux. Et l'excitation, donc, elle n'est pas localisée du côté qui a reçu la lumière seulement, elle est aussi délocalisée. Donc, elle pourrait arriver directement au bon endroit parce qu'elle est délocalisée, elle est partout dans cette soupe. Sauf que, y a une controverse sur le fait que ce complexe protéique, le FMO donc, puisse être quantique. Et selon les dernières reviews qui sont parues, c'est plutôt non. Donc c'est controversé, mais plutôt non, aux dernières nouvelles. Alors, par contre, dans les mutations de l'ADN, oui, là, je vais pas te montrer tout de suite, là, il y a effectivement un assez bon consensus sur le fait qu'il y a un effet quantique en particulier qui joue. C'est l'effet tunnel. Alors l'effet tunnel, c'est un effet qui permet à une particule de franchir une barrière de potentiel, ce qu'on appelle une barrière de potentiel, c'est-à-dire une sorte d'obstacle qu'elle n'aurait pas normalement assez d'énergie pour franchir. Donc c'est comme si elle passait dans un tunnel sous l'obstacle, à condition que ça lui permette d'arriver dans un état plus favorable de l'autre côté. Donc, ça doit être un obstacle localisé et pas à l'infini, quoi. Donc dans les nucléotides de l'ADN en particulier, ce seraient des protons qui vont pouvoir changer de place grâce à ça. Donc c'est assez courant en fait comme phénomène dans des structures qui impliquent des liaisons hydrogènes. Dans le cas de l'ADN, il y en a plusieurs, des liaisons hydrogènes. Et en fait du coup cette liaison hydrogène, comme l'électron est délocalisé, ça laisse juste un proton d'un côté. Et ce proton, il peut avoir l'effet tunnel et se déplacer par effet tunnel. Et donc ça change la forme du nucléotide et ça peut créer une mutation. Donc finalement, oui, effectivement, les effets quantiques interviennent dans l'évolution, comme il le dit dans la vidéo, puisqu'ils causent des mutations. Mais attention, plus tard dans la vidéo, le physicien qui est interviewé dit que son projet de vie, en gros, c'est d'expliquer l'évolution par la mécanique quantique. Or, dans l'évolution, il y a bien des mutations, bien sûr, qui jouent, mais il y a surtout la sélection. Et ça, c'est à une échelle complètement différente, avec des lois complètement différentes. Et donc, essayer d'expliquer ça par la mécanique quantique, ça n'a pas vraiment de sens.
Et c'est là en fait qu'on entre dans le cœur du problème avec la biologie quantique en général. C'est que, effectivement, les êtres vivants sont bien faits de matière et de processus physiques, mais les êtres vivants ne sont pas réductibles à ça. Et justement, la biologie, c'est l'étude non réductrice du vivant. C'est l'étude de ce qui dans le vivant est émergent. Donc, en fait, le parler de biologie quantique, c'est un non-sens, parce que si c'est quantique, c'est pas biologique au sens propre, quoi. Donc à la limite, ce serait mieux si on parlait de biophysique quantique. Ça irait mieux parce qu'on comprendrait que c'est bien des phénomènes physiques qu'on étudie, qui ont des applications en biologie, qui sont utilisées pour la biologie. Et de fait, le domaine de la biophysique quantique aurait un phénomène reconnu, qui sont les mutations de l'ADN, mais pourquoi pas, hein. Mais le problème avec appeler ça biologie quantique, c'est que ça laisse penser que la portée des phénomènes quantiques s'étend à l'ensemble de la biologie. Et ça, c'est dangereux, parce que, d'une part, c'est un réductionnisme. Ce petit panneau-là, vous allez le voir revenir. Le réductionnisme, c'est ne pas considérer l'émergence des phénomènes et vouloir les réduire à l'échelle inférieure. Et le problème, c'est que généralement, ça donne l'illusion d'avoir compris le phénomène, mais ça ne permet pas de vraiment comprendre les phénomènes. Donc c'est un problème. Et d'autre part, c'est dangereux, parce que ça donne lieu à des documentaires sensationnels comme ça, qui font que les gens vont penser que tout est quantique, parce que clairement c'est ça qui passe dans le documentaire. Et après, ils vont se tourner vers les médecines quantiques qu'on a vues la dernière fois. Ils vont penser qu'elles sont fondées, puisque y a la biologie quantique, donc la médecine quantique, il n'y a qu'un pas. Et donc on va voir aussi d'autres documentaires comme What the Bleep Do We Know, qui nous dira qu'on peut contrôler l'évolution de notre espèce par la pensée. Donc voilà, ça c'est la biologie quantique, c'est un domaine très très nouveau, très émergent, mais d'ici 5 ans, quand ce sera un peu plus connu, je les vois d'ici, les documentaires de ce type-là. Et donc, quand vous entendrez parler de biologie quantique, dressez l'oreille et ne manquez surtout pas une occasion de rappeler que en fait, ça n'a que très peu d'incidence sur la biologie. C'est plutôt de la physique, quoi. Alors, le domaine suivant dont je vais vous parler, c'est la parapsychologie. La parapsychologie, c'est l'étude scientifique des phénomènes psychiques paranormaux. Donc un exemple d'expérience qu'on fait en parapsychologie, c'est par exemple on prend un sujet, on lui montre une séquence aléatoire d'images violentes ou neutres, qui sont l'une ou l'autre aléatoirement, et on mesure sa réaction à sa sudation. Donc on va placer des capteurs qui vont mesurer la conductivité sur sa peau, et ça va augmenter s'il sue plus, etc. Donc en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un pic de sudation en même temps que le sujet voit l'image violente, mais il y a aussi un pic 5 secondes avant que l'image apparaisse, que pour les images violentes. Et quand c'est une image neutre qui va apparaître, il n'y a pas le pic 5 secondes avant. Donc ce qu'on en conclut, c'est que la personne a prévu 5 secondes avant que l'image violente allait arriver, qu'elle a vu à l'avance. Donc c'est ce qu'on appelle la précognition, donc c'est la prémonition dans le langage courant, c'est le fait de prévoir l'avenir à l'avance. Et donc il y a ça, il y a aussi des expériences de télépathie, on a des sujets dans 2 pièces séparées, ils doivent s'envoyer une image par la pensée. Il y a des expériences de psychokinèse, donc c'est la télékinésie mais avec l'esprit. Et en fait donc la mécanique quantique est souvent invoquée dans le cadre des expériences de télépathie ou de précognition. Alors moi je me prononce pas sur le fait que ces expériences soient valides ou pas, c'est pas ma place. Moi ce qui m'intéresse c'est les tentatives d'explication de ça. Généralement on utilise, dans les articles consacrés, on utilise l'intrication. Donc les articles de parapsychologie qui sont publiés dans des revues à comité de lecture, ce qu'ils disent c'est qu'il y a des corrélations à distance qui sont observées, donc avec la télépathie, ou des corrélations à travers le temps, donc avec la précognition, sans lien causal possible. Or, il se fait que l'intrication, c'est pareil. Donc, on peut penser que l'intrication explique ces corrélations de l'esprit. Sauf qu'en fait, non. L'intrication, justement, c'est pas des simples corrélations. Parce que des simples corrélations, ça pourrait toujours être expliqué par un facteur commun qu'on ne connaît pas, même si on ne le soupçonne pas.
Par exemple, si je peins 2 boules rouges et que je les mets dans des boîtes fermées, je les envoie à 2 collaborateurs très éloignés, et là ils ouvrent et ils vont toujours trouver 2 boules rouges. Il va y avoir une corrélation systématique incroyable. Et, sans blague, je les ai peintes en rouge moi-même, donc c'est normal. Donc non, l'intrication c'est pas quelque chose comme ça. L'intrication ce serait plutôt, je peins 2 boules rouges, je les mets dans des boîtes, je les envoie, et il y a un des collaborateurs qui ouvre la boîte par le haut, normalement, et l'autre, en fait, soit il l'ouvre par le haut, soit, s'il a envie, il déchire un peu sur le côté pour regarder de quelle couleur est la boule. On fait ça avec plein de boules. Et chaque fois que les deux l'ouvrent par le haut, ils vont voir 2 boules rouges. Mais s'il y en a un qui déchire sur le côté, la boîte, et ben parfois il verra une boule bleue, parfois il verra une boule rouge. Oui, la boule peut changer de couleur, les particules peuvent faire ça, on parle de particules. C'est une image pour les particules, elles peuvent changer d'état. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fonction de ce que les expérimentateurs choisissent de faire, il y a des corrélations ou il n'y en a pas. Mais ça, c'est bizarre, parce que, mettons, si on se met du point de vue de celui qui ouvre toujours la boîte normalement, en fait, parfois, c'est lui qui aura la boule bleue. Parfois, l'autre, il aura la boule rouge, même quand il déchire, et c'est l'autre qui aura la boule bleue. Mais donc, c'est étonnant, parce que comment sa boule à lui sait si elle doit rester rouge tout le temps, ou si elle peut devenir bleue une fois sur 2. Donc, pas de corrélation, ça veut dire de temps en temps elle est bleue, de temps en temps elle est rouge. Et donc comment est-ce qu'elle sait comment elle doit se comporter alors que l'observateur il fait toujours la même chose, quoi. De l'autre côté, on peut dire éventuellement, ouais, c'est l'expérimentateur qui a perturbé tout l'état quand il a ouvert la boîte en déchirant, c'est de sa faute, ça a tout perturbé, mais de ce côté-ci, quand l'expérimentateur il ouvre toujours pareil, pourquoi c'est perturbé? Parce que l'autre fait de l'autre côté. Et en plus, donc, on pourrait imaginer que en fait, la boule de l'expérimentateur qui a tout perturbé en déchirant a envoyé un signal à l'autre boule et que c'est passé très très vite. Et du coup, l'autre expérimentateur, quand il a ouvert, il a vu qu'elle était bleue parce qu'en fait, elle avait été perturbée par un signal qui venait de l'autre. Sauf que, en fait, on place les expérimentateurs suffisamment loin pour qu'il y ait une loi physique qui interdise qu'il y ait un signal qui passe de l'un à l'autre. Cette loi elle vient de la relativité générale et elle dit qu'il n'y a aucun signal qui peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc si on les met suffisamment loin et qu'ils sont suffisamment bien synchronisés, c'est pas possible qu'il y ait quoi que ce soit qui soit passé entre les deux. Physiquement impossible. Donc, en vrai, c'est pas avec des boules, hein, c'est des photons. Et on regarde pas la couleur en ouvrant la boîte. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure une certaine grandeur selon différents angles. Et donc, des deux côtés, les expérimentateurs peuvent choisir quel angle ils vont adopter. Et c'est pas une corrélation du tout ou rien non plus. En fait, c'est plus ou moins corrélé selon les angles. Donc, quand ils ont tous les deux exactement le même angle, ça va être systématiquement corrélé. Et puis, en fonction de à quel point on s'éloigne de cet angle, à quel point il y a une différence d'angle, ça va être de moins en moins corrélé jusqu'à pas corrélé du tout, quand ils sont perpendiculaires. Donc, pour avoir de l'intrication, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on ait des systèmes de même source, c'est moi qui peins les boules en rouge, ou c'est des photons qui viennent de la même source lumineuse. Il faut qu'il y ait un éloignement, on l'a dit, c'est pour éviter toute possibilité qu'il y ait un signal qui passe entre les deux. Et il faut qu'il y ait une corrélation variable, ça aussi on a expliqué, c'est pour être certain que peu importe qu'il y ait des facteurs communs aux deux boules, ce qui compte c'est que l'expérimentateur va influencer instantanément ce qui va se passer, et donc les facteurs communs ne peuvent pas expliquer ce qui se passe. Donc la variation de la corrélation, ça supprime l'hypothèse qu'il y ait des facteurs communs qui expliquent ce qui se passe, donc c'est très important. Et il faut surtout, donc, pour avoir une vraie intrication, qu'il y ait une violation des inégalités de Bell. Alors c'est quoi les inégalités de Bell? On dit au pluriel parce qu'il y a plusieurs formulations, mais essentiellement c'est une condition qui est démontrée mathématiquement et qui restreint la variation de la corrélation dans les expériences d'intrication. Donc. En fait, donc là c'est la condition qui est en mauve, c'est pas très important de retenir comment elle est. Ce qui est important c'est que elle implique que la variation ne peut pas être trop importante entre corrélé et moins corrélé. Or, ce qui se passe, c'est que la variation expérimentale, elle est beaucoup trop importante. Expérimentalement, la variation, elle a une forme de cosinus, et ça, c'est beaucoup trop variable pour pouvoir être expliqué
Donc c'est beaucoup trop variable, ça contredit cette condition qui a été obtenue par un calcul, une démonstration mathématique. Donc cette condition, elle est fausse, mais elle est démontrée, et il n'y a pas d'erreur dans la démonstration. Donc la seule possibilité pour qu'elle soit fausse, c'est que les prémices de la démonstration soient fausses, qu'il y ait au moins une prémisse qui soit fausse. Donc les prémices que John Bell, qui a fait le calcul, a utilisées dans son calcul, c'était en fait la traduction mathématique de principes physiques. Donc il y a un de ces principes physiques dont il est parti qui doit être faux. Et c'est comme ça qu'on peut identifier 4 possibilités d'explication de cet effet étrange. Alors, une première possibilité, c'est qu'il n'y ait pas de cause à l'effet. Donc parfois c'est corrélé, parfois c'est pas corrélé, ça varie de manière régulière, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de cause à ça. Donc ça c'est un peu triste quand même, parce que ça veut dire qu'on abandonne la recherche d'explication, et c'est quand même le but de la science, donc c'est un peu accepter qu'il n'y ait pas d'explication en science, quand même un peu renoncer à la science. Ou alors on accepte qu'il y ait une rétrocausalité, c'est-à-dire des événements futurs qui influencent des événements passés. Donc c'est là qu'il y a le rapport avec la précognition justement. Et ça, donc, ça pourrait expliquer les faits, parce que ce serait quand l'expérimentateur qui déchire, si l'expérimentateur décide de déchirer sa boîte, et ben ça influencerait dans le passé les deux boules quand elles sont encore en contact, qu'elles peuvent encore se mettre d'accord pour que l'une puisse dire ah ça va s'influencer donc toi tu vas devenir bleu, et donc ça pourrait être une explication. Sinon, il y a aussi la possibilité qu'il y ait une non-localité. Ça veut dire qu'il y a une influence, une action à distance instantanément. Il faut savoir que dans le reste de la physique, j'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète encore, il n'y a plus ça nulle part. Il n'y a plus d'influence à distance sans contact nulle part dans la physique depuis Einstein. Donc on a vu que les influences électromagnétiques, ça se faisait par échange de photons. Dans la gravitation, ça se fait via le champ gravitationnel, c'est toujours par contact. Il n'y a rien comme influence à distance. Donc c'est quand même un peu dommage de devoir réintroduire des influences à distance. Mais bon, ça pourrait expliquer ce qui se passe, puisque donc il y aurait une boule qui, celle sur qui on a déchiré, qui changerait immédiatement l'état de l'autre à distance. Et alors, il y a une quatrième possibilité, qui est qu'il y ait une cause extérieure qui influence à la fois les deux boules, et qui est non spatio-temporelle, donc qui ne passe pas par un mécanisme spatial, et qui ne se déroule pas dans le temps. Donc ça voudrait dire qu'il faut étendre la physique aussi à des causes, à des objets, des phénomènes qui ne sont pas spatiaux et qui ne se passent pas dans le temps. Alors que la physique, elle faisait que traiter des trucs spatio-temporels jusqu'ici. Et donc, il y a des travaux là-dessus. Il y a par exemple des gens qui essayent de montrer que l'espace-temps, en fait, c'est pas fondamental, c'est émergent à partir de l'intrication. Donc ça, c'est une piste, il y a plein d'autres pistes. Donc, généralement, l'énorme majorité des physiciens, il y a très très peu de physiciens qui choisissent une des deux premières possibilités. La majorité des physiciens choisissent qui est une non-localité, donc une action instantanée à distance. Il y en a une certaine partie qui choisit aussi d'essayer de remettre en question les causes spatio-temporelles et tout ça. Mais très peu de physiciens choisissent les deux premières possibilités parce qu'en fait elles sont très très coûteuses par rapport aux deux autres. Déjà les deux autres sont catastrophiques. Dans tous les cas, c'est la cata. L'intrication, c'est très très problématique, mais qu'il y ait des événements futurs qui puissent influencer des événements passés, ça crée plein de paradoxes, donc c'est encore plus coûteux qu'une influence instantanée à distance. Donc personne choisit ça. Alors, il y a aussi des intrications. Alors oui, non, j'ai oublié de préciser, vous connaissez ce petit panneau maintenant, attention, cet effet est soumis à la décohérence, donc ça marche pas avec des boules, je vous ai expliqué avec des boules pour l'image, mais il faut que ce soit des objets quantiques. Ça marche pas pour les objets de notre quotidien, on peut pas les intriquer. Alors, il y a des formes d'intrication non maximales aussi. Donc là, je pense aux expériences de Hardy, qui en fait, donc, où il n'y a pas de violation des inégalités de Bell, mais il y a quand même des effets bizarres. Et donc si ça vous intéresse, je vous conseille d'aller voir la vidéo de Science étonnante sur le sujet, qui s'appelle Les gâteaux quantiques sur YouTube. Donc c'est très très bien expliqué, mais attention, sa conclusion n'est pas la seule possible, donc c'est plus pour la description de l'expérience que c'est intéressant, donc c'est très clair,
mais sachez que là aussi il y a plusieurs possibilités de conclusion. Il y a aussi des expériences où on peut mélanger l'intrication avec d'autres effets quantiques, comme les fentes de Young, hein. Et donc ça va nous permettre d'avoir, donc c'est ce qu'on appelle les expériences de gomme quantique à choix retardé. Je peux vous expliquer ce que c'est plus tard si ça vous intéresse. Et donc dans ce cas-là, il n'y aura plus vraiment de corrélation, c'est plus vraiment ça qu'on va manipuler, mais il y aura quand même, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va constater qu'il y a des événements qui ont l'apparence d'un lien causal, on a l'impression qu'il y en a un qui cause l'autre, mais c'est impossible, il y a une impossibilité physique qu'il y ait une chaîne causale entre eux. Donc c'est de nouveau un peu le même problème, on se demande comment est-ce que c'est possible qu'ils s'influencent. Voilà. Alors, maintenant on a vu tout sur l'intrication, est-ce que c'est possible que l'intrication puisse expliquer la précognition ou la télépathie? Alors, déjà on voit bien que ces phénomènes ne correspondent pas vraiment au phénomène d'intrication. Dans le cas de la télépathie, en fait, c'est plutôt une corrélation systématique qu'on observe, hein. Donc les gens arrivent à deviner toujours. S'ils n'arrivent pas à deviner, on dit qu'ils se sont trompés, ou alors, quand ils n'arrivent pas à deviner, c'est pas non plus une variation systématique comme un cosinus. La corrélation ne varie pas systématiquement non plus. Et en plus, on a vu qu'il pouvait y avoir une transmission par un signal, puisque les sujets sont proches. Et dans le cas de la précognition, en fait, s'il y avait une intrication, ce serait une intrication entre une personne et un ordinateur, puisque la personne prévoit ce que l'ordinateur va envoyer. Et donc ça requiert que les deux soient quantiques, hein. Or, s'il y a des doutes qui ont été exprimés en ce qui concerne la conscience sur si elle peut être quantique ou pas, par contre, personne ne doute que les ordinateurs ne sont pas quantiques. Du moins, pas ceux qui sont utilisés dans les expériences en question. Donc, effectivement, c'est pas trop adapté, mais en plus, surtout, ce serait pas très malin parce que ce serait fonder un mystère sur un autre mystère. Puisque l'intrication, justement, c'est pas du tout un phénomène qu'on comprend. On est encore à se casser la tête dessus. Les physiciens sont très perturbés par ça. Il y a beaucoup de choses qui publient. Il y a beaucoup de fausses pistes, de bonnes pistes. Il y a beaucoup de travail, mais personne ne comprend l'intrication, en fait. Donc, en fait, le fait de vouloir expliquer des phénomènes psychologiques non expliqués par un phénomène physique non expliqué, ça avance pas beaucoup le schmilblick, quoi, hein. Donc c'est un peu une mauvaise piste, à mon avis. Alors, les parapsychologues vont aussi faire souvent appel à la théorie quantique généralisée pour justifier donc le lien entre la quantique et la parapsychologie, hein. Donc ça, c'est une nouvelle théorie qui a pour vocation de remplacer la mécanique quantique, hein. Mais c'est une théorie qui est hyper marginale. Déjà, il n'y a aucun physicien, aucun philosophe de la mécanique quantique qui en a entendu parler. On en parle exclusivement dans le contexte de la parapsychologie. Et surtout, en fait, elle porte mal le qualificatif de généralisée, parce qu'elle est plutôt restreinte par rapport à la mécanique quantique. En fait, elle ne permet de modéliser quasiment aucun phénomène quantique. Aucun phénomène qui peut être modélisé par la mécanique quantique. Elle est très très incomplète. Donc, au mieux, elle est très largement incomplète, et au pire, c'est une vaste blague. Alors, de manière générale, supposer qu'il y a des capacités donc, qui relèvent de la conscience, qui reposent sur des phénomènes quantiques, c'est un problème parce que ça revient à oublier la décohérence. Alors maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est la décohérence. Ce que vous attendiez tous. Alors la décohérence, c'est la prise en compte de l'influence de l'environnement sur les objets quantiques. En fait, une particule ou un atome ne reste jamais isolé très longtemps dans la nature. Il y a des chocs entre molécules ou entre atomes, et la matière ordinaire, elle est tout le temps bombardée par des particules qui viennent d'un peu partout. Il y a des électrons libres, il y a des particules cosmiques, tout ça. Et quand il y a une rencontre entre ces objets qui arrivent, donc entre atomes ou entre atomes et particules, etc., quand ils interagissent, ils sont forcés de perdre leurs propriétés quantiques. Donc, par exemple, ils sont forcés de se comporter soit comme une onde, soit comme un corpuscule. Parce que, tout simplement, l'interaction, elle est différente en fonction de si c'est une onde ou un corpuscule. Donc, au moment de l'interaction, ça doit être l'un ou l'autre. Donc, quand une particule ou un atome reste seul, sans interagir, là, il peut garder longtemps l'ensemble de comportements quantiques et de propriétés quantiques qu'on a vues. C'est ce qu'on appelle la cohérence, hein, cet ensemble de comportements quantiques.
Donc il peut rester cohérent quand il est seul, sans interaction. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe pour un objet de grande taille ? Par exemple, si on prend un verre d'eau. Un verre d'eau, donc, il est bombardé en permanence par des molécules d'air à l'extérieur, et des particules libres, tout ça. Et en plus, les molécules d'eau à l'intérieur s'entrechoquent en permanence. Donc bon, il y a tout le temps des interactions partout, donc il ne pourra pas garder sa cohérence en entier. Alors bien sûr, on peut imaginer que, par hasard, toutes les molécules d'eau se ratent à un moment, donc il n'y a aucun choc interne, et toutes les molécules d'air autour, pareil, elles passent à côté pendant un moment. Donc ça pourrait être imaginable, donc il pourrait ne pas y avoir d'interaction, que le truc reste quantique. Mais statistiquement, ce serait quand même très rare, vu le nombre de molécules, et en plus, ça durerait pas longtemps. Il y aurait très rapidement d'autres molécules qui arriveraient et qui frapperaient dessus. Donc en fait, la décohérence, c'est juste ça. C'est pas une loi immuable de la nature qui dit que les objets plus grands qu'une certaine limite peuvent pas être quantiques, c'est juste un effet statistique qui est dû au fait qu'il y a beaucoup plus de configurations possibles où il y a des interactions partout que de configurations possibles où il n'y a aucune interaction nulle part. Donc plus un corps a beaucoup de constituants, plus il est grand, donc moins il y a de chances qu'il reste cohérent en entier longtemps. Et plus il est chaud aussi, puisque quand il est chaud, ces molécules sont plus agitées, donc il y a plus de choc. Mais donc vous comprenez bien que si c'est un effet statistique, il n'y a pas de limite nette. Un corps donc, peut avoir un certain nombre d'atomes cohérents et un certain nombre non, et donc il y a tout un dégradé entre cohérent et pas cohérent, et décohérent. Mais en général, on considère qu'on a une assez bonne décohérence à partir de 100 atomes, une centaine d'atomes. C'est-à-dire que la probabilité pour que cette centaine d'atomes reste en majorité cohérent devient très très vite négligeable. Alors, on parlait de la conscience, et le temps typique de décohérence, donc de perte de la cohérence du cerveau, c'est de l'ordre de 10 exposant moins 30 secondes. Donc, pour rappel, ça c'est un 0, 29 0 et un 1 tout au bout, secondes. Donc c'est vraiment extrêmement peu, c'est inimaginablement peu, c'est beaucoup moins que la durée d'une pensée, c'est beaucoup moins que la durée du moindre processus chimique dans le moindre neurone, dans la moindre cellule quelconque. Donc il n'y a rien qui peut se passer pendant ce temps-là. Donc il n'y a aucun effet quantique qui pourrait avoir un effet sur les effets psychologiques, puisque les effets psychologiques ont besoin de durer beaucoup plus de temps que ce que pourrait durer la cohérence quantique. Alors, remarquez que on peut éviter la décohérence. Alors un très bon moyen de faire ça, c'est de refroidir un corps presque au zéro absolu. Parce que comme ça, ces atomes ne bougent plus, il n'y a plus d'interaction, et donc tout reste cohérent. Et donc quand on fait ça, on obtient ce qu'on appelle un condensat de Bose-Einstein. Et ça, c'est d'un niveau de coolitude assez énorme, parce que ça fait des espèces de fluides qui ont plein de propriétés étonnantes, et notamment le fait qu'ils s'écoulent tout seuls, hors de leur récipient. Ils remontent le long des bords du récipient, ils s'écoulent tout seuls, on ne peut pas les maintenir dedans. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir Super Fluide sur YouTube. C'est ça, il y a des tas de vidéos d'expériences où on peut voir ça. Et donc ces condensats, c'est assez grand, ça peut tenir dans un verre, quoi. Et bien ces condensats, on peut faire des expériences quantiques avec, on peut faire par exemple des expériences de fond de Young, et on voit effectivement des très belles interférences, comme sur l'image là. Donc ça c'est un condensat qui est fait à partir d'ions d'argon. Donc effectivement, ça veut dire que les ions d'argon se comportent à la fois comme des ondes et comme des corpuscules, etc. On peut faire plein de chouettes trucs avec. Et c'est pas que pour s'amuser, ça sert aussi dans les recherches sur les ordinateurs quantiques. Donc vous avez un magnifique spécimen sur la photo. Alors j'ai trouvé une photo libre de droit, mais donc c'est un truc un peu petit, il n'y a que 3 qubits dedans, mais bon, c'est quand même assez joli. Alors je suis pas sûre que ce soit des condensats de Bose-Einstein qui est dedans, parce qu'en fait il n'y a pas que ça comme possibilité. Il n'y a pas que la température qui joue, ce serait trop simple pour la quantique, jamais, rien jamais n'est simple. Donc même si on est à température ambiante, on peut réussir à garder des effets quantiques. Par exemple, on a réussi à intriquer des petits diamants d'une taille millimétrique, donc c'est visible. Donc ça représente un nombre d'atomes absolument gigantesque, il faut bien que vous vous en rendiez compte. Et comment ça se fait qu'on arrive à garder des effets quantiques ? C'est parce qu'en fait, les diamants, ça a une structure tout à fait particulière. C'est une structure périodique, donc tout à fait symétrique, et qui est extrêmement stable.
il y a très peu d'agitation, et qui est aussi transparente. Et ça c'est important parce que on commence en fait par intriquer des photons, et c'est ces photons qu'on projette dans les petits diamants. Et en fait, comme ils sont transparents, du coup les photons peuvent s'y répandre sans perdre leur cohérence. En fait c'est ça, un objet transparent, c'est un objet qui laisse passer la lumière, sans la perturber. Alors qu'un objet opaque, c'est un objet qui absorbe la lumière et il la réémet dans toutes les directions, ou la réémet même pas, donc en gros il la perturbe, quoi. Voilà, donc c'est grâce à ça qu'on peut intriquer ces petits diamants. Ah oui, donc ces photons, quand ils se répandent dans les diamants, ils transmettent leur intrication aux diamants, du coup ils peuvent les influencer un tout petit peu, les pousser d'un côté ou de l'autre. Donc voilà. Et important, ces diamants, ils sont maintenus dans le vide total, bien sûr, et ils sont maintenus dans des champs magnétiques pour ne rien toucher, donc il faut absolument éviter qu'ils touchent une quelconque surface, sinon l'influence de l'environnement extérieur détruirait leur cohérence très très vite. Alors, vous m'aviez posé la question pour le fullerène la fois passée, donc j'ai fait mes petites recherches. Et bien en fait c'est un peu pareil, le fullerène c'est aussi une structure très stable, hein, c'est une structure en forme de ballon de foot, une grosse molécule, et on reste à température ambiante, mais on va aussi s'arranger pour qu'il n'y ait aucune interaction. Donc en fait dans l'expérience, on produit un gaz de fullerène par sublimation, donc on passe directement de l'état solide à l'état gazeux, et ça projette des molécules de fullerène un peu partout. Et donc, on va en faire un faisceau en mettant des goulets d'étranglement qui laissent passer que les molécules qui vont dans la bonne direction. Comme ça, on va pouvoir faire passer ce faisceau après dans des fentes de Young derrière. Donc dans le faisceau, les fullerènes sont assez éloignés pour ne pas interagir entre eux, parce qu'ils sont produits avec suffisamment d'intervalle, et en plus ils sont produits tous dans la même direction, donc ils ne vont pas avoir de choc entre eux non plus. Et on va s'arranger en réglant leur vitesse pour que chacun passe individuellement dans les fentes. Donc il y a à chaque fois un seul fullerène à la fois qui passe dans les fentes de Young. Et là, on va observer des interférences, ce qui veut dire que chaque fullerène est passé à la fois par les deux fentes. Donc il est obligé d'avoir été un continu ondulatoire pour être passé à la fois par les deux fentes et pouvoir interférer. Donc là, on voit bien un comportement quantique pour le fullerène. Donc c'est tout à fait fascinant. Alors, remarquez que si on tient vraiment à faire l'expérience des fentes de Young, en particulier, on ne pourra pas utiliser des trucs beaucoup plus gros que le fullerène. C'est un peu la limite, parce que il se fait qu'il y a une relation mathématique qui impose que plus un objet a une grosse masse, plus la longueur d'onde qu'il adopte quand il est cohérent est petite. Donc, pour avoir des interférences, il faut qu'il y ait des fentes qui soient écartées de l'ordre de la longueur d'onde, en fait. Donc pour le fullerène, ils ont dû construire des fentes qui étaient écartées d'une 50aine de nanomètres. C'est ridiculement petit. Pour vous donner une idée, le fullerène lui-même, il est de l'ordre du nanomètre. Donc il va passer dans des fentes qui sont écartées de 50 fois sa taille, quoi. Donc déjà, c'est un prodige technologique, je ne sais pas comment ils ont fait. Mais si on prend des trucs plus gros que le fullerène, on pourrait arriver à devoir construire des fentes plus petites que l'objet lui-même. Donc ce serait compliqué parce qu'il n'y aurait même pas un atome entre les deux fentes, quoi. Et en plus, il aurait probablement un petit problème pour passer le truc. Bref, donc ça, ce serait plutôt d'autres expériences pour des trucs plus gros, comme le truc avec les diamants. On pourrait pas faire passer ça dans des fentes de Young, ça marcherait pas. Alors, donc pour résumer, hein, si on veut être rigoureux, il suffit pas de dire que le cerveau est grand pour dire qu'il puisse pas être quantique. Il faut aussi préciser que, en plus, il est chaud, il est très agité, et il y a tout le temps des interactions entre les neurones, etc. Donc, si la conscience émerge bien des neurones, ce qui est une possibilité très régulièrement admise, hein, elle peut pas avoir quoi que ce soit de quantique. Alors, remarquez que si la conscience est une âme, ce qui est une autre possibilité, elle serait pas quantique non plus, parce que c'est une autre substance, donc c'est pas influencé par la matière, hein, puisqu'il est censé survivre à la matière dans cette hypothèse-là. Mais donc, il y a une proposition que, en fait, c'est une hypothèse qui s'appelle ORCOR, c'est Orchestrated Objective Reduction, qui a été proposée par un physicien et un anesthésiste, qui dit que, en fait, c'est pas des neurones que la conscience émerge, mais c'est plutôt d'une structure parallèle à la structure des neurones, qui est formée par des microtubules. Et donc les microtubules, c'est des protéines qui sont dans les neurones, hein, qui ressemblent à l'image qui est à droite, là, c'est une espèce de tout petit tube très fin. Et donc ils forment leur propre structure et la conscience émerge de ça. Alors que dit la science ? La physique expérimentale, elle dit oui. Donc, ces microtubules, ils peuvent effectivement garder une cohérence quantique, ils sont suffisamment stables pour ça.
Donc là, il n'y a pas de problème. Alors malheureusement, pour eux, par contre, la neurologie dit non. En fait, on a testé tous les mécanismes de communication entre les microtubules à travers différents neurones. Et il faut qu'ils puissent communiquer entre eux sur tout le volume du cerveau pour permettre qu'il y ait une structure parallèle aux neurones et que la conscience puisse émerger. On a besoin de tout le cerveau pour ça. Ça ne marche pas avec un seul neurone pour qu'il y ait la conscience qui émerge. Ça, on peut le constater. Si vous smachez la tête de quelqu'un, il n'a plus de conscience, même s'il y a encore quelques neurones qui peuvent fonctionner, quoi. Et en fait, donc, on a testé tous ces mécanismes de communication et ils ont tous été expérimentalement réfutés. Les microtubules perdent leur cohérence à ce moment-là. Donc ça marche pas. Mais alors, ça c'est pour le moment seulement. La neurologie, c'est une science, ça peut évoluer. Par contre, surtout, ce que nous dit la philo, c'est en fait, ça sert à rien, votre idée, en fait. La philosophie nous dit que c'est inutile de proposer cette idée-là parce que en fait, ce que les gens essayent d'expliquer par la quantique, dans la conscience, c'est les processus qui sont en apparence non déterministes. Alors, le physicien en question qui a fondé l'hypothèse hors-corps, en fait, ce qu'il essaye d'expliquer, c'était le fonctionnement du raisonnement mathématique des humains, qui est en fait très différent du fonctionnement d'un ordinateur. Il n'est pas systématique, il ne fonctionne pas par étapes, il fonctionne en sautant des étapes directement, en fonctionnant à l'intuition, avec une intuition mathématique, qui est quelque chose d'assez connu, et avec une réelle créativité. Et donc ça vaut aussi pour tous les autres processus créatifs, ça ne fonctionne pas par étapes, ça ne fonctionne pas de manière séquentielle. Et pour la prise de décision, en général, c'est pareil. On a l'impression qu'il y a un non-déterminisme, parce qu'on a l'impression d'avoir un choix, et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance le choix que les gens vont faire. Donc, en mécanique quantique, effectivement, il y a des processus qui sont généralement interprétés comme non déterministes aussi. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, quand les photons arrivent sur l'écran dans l'expérience des fentes de Young, on en parlait la fois passée, ils peuvent arriver à n'importe quel endroit sur la figure d'interférence, mais ils arrivent en un seul point. Donc ils ont plusieurs possibilités et ils réalisent une seule de ces possibilités au hasard. Donc généralement, on considère que ça c'est une causalité probabiliste. Donc il y a une probabilité qu'ils arrivent en chaque point, mais on ne peut pas savoir à l'avance exactement en quel point ils vont arriver. Donc c'est probabiliste et pas déterministe. Donc là, on a deux cas de causalité non déterministe. On a les choix, les intuitions, etc. Et on a donc la mécanique quantique où il y a du hasard. Et donc on peut se dire, en fait l'une explique l'autre. Mais en fait, le problème c'est que les décisions qu'on prend et les intuitions qu'on a, c'est pas au hasard qu'elles fonctionnent, justement. Justement, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'elles résultent de choix, d'une compréhension vraiment intelligente, de faire des liens entre les choses, d'une intention, etc. Et donc c'est ça qu'il faut expliquer. Et c'est pas en disant que c'est le résultat du hasard quantique qu'on aura une explication satisfaisante. On comprendra pas comment ça se fait qu'on est intelligent et qu'on fait des choix en disant c'est parce que les particules elles agissent au hasard, quoi. Donc, encore une fois, faites attention au réductionnisme. Donc, ça donne l'illusion de comprendre, parce qu'on a des choses qui se ressemblent, mais en fait, on comprend beaucoup mieux quand on étudie les phénomènes de ce type-là, les phénomènes émergents, à leur échelle propre. Et c'est à ça que la philosophie sert, d'ailleurs, dans ce cas-ci. Alors, une dernière chose, c'est que le lien entre la mécanique quantique et la conscience dont on parle, il est aussi utilisé dans l'autre sens. Donc, pour expliquer justement pourquoi les photons atterrissent à un endroit ou l'autre sur l'écran, et en fait, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'ils choisissent. Donc, quand ils arrivent devant l'écran, ils choisissent où ils vont arriver, parce qu'en fait, ils ont leur conscience individuelle. Ils ont tous une conscience. Donc, bon, ça pourrait être une explication, mais là encore, ça ressemble que vaguement, finalement, au fonctionnement d'une conscience. Parce que la conscience, elle est censée être tout le temps présente, alors que là, en fait, la majorité du fonctionnement des particules, c'est déterministe, et c'est qu'au moment où ils vont être confrontés à une mesure, où ils vont devoir arriver sur l'écran, qu'il va y avoir du non-déterminisme. Mais donc, ce serait juste la conscience, elle serait jamais là, et puis elle se manifeste que dans certaines situations juste précises. Donc c'est un peu étrange. Et alors surtout, en fait, ça voudrait dire que tout a une conscience, même les pierres, même les cailloux. Et donc, pourquoi est-ce que les cailloux, eux, ils ne manifestent jamais leur conscience, alors que nous, les humains, on manifeste notre conscience ? Pourquoi est-ce que aussi, quand on smash le cerveau d'un humain,
ben, il est censé toujours avoir des tas d'électrons et de photons, etc. Donc il est censé toujours avoir une conscience. Pourquoi il ne la manifeste plus? Donc ça fait que soulever des nouvelles questions au final. Ça n'explique pas grand-chose. Mais voilà, ça m'a permis de trouver un chouette titre pour ma conférence. Parce que ce serait effectivement rigolo si les photons rougissaient quand ils étaient amoureux, s'ils avaient une conscience. Alors, j'arrive à la fin. Conclusion, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, de ces 2 conférences? Il y a 2 choses importantes à retenir, qui doivent vous servir de filtre pour pouvoir distinguer si quelqu'un parle de la physique d'une bonne façon ou pas. Premier filtre, la physique quantique a un domaine d'application délimité. Il est délimité par la décohérence. Donc, je vous le rappelle, il n'y a rien de plus gros qu'une molécule qui est quantique, sauf si c'est très proche du zéro absolu, ou c'est une structure très stable, sans aucune perturbation. Très isolée donc, aussi. Et alors, il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut bien distinguer la théorie et l'interprétation. Donc bien distinguer les faits et les différentes possibilités d'interprétation de ces faits. Et attention, comme il y a différentes possibilités d'interprétation, ça veut dire que tout ça, c'est des hypothèses. On ne peut rien fonder sur une interprétation. Donc s'il y a des gens qui essaient de fonder leur discipline sur une interprétation d'un phénomène, eh ben ça ne tient pas. Tout simplement parce qu'il y a d'autres possibilités. Donc retenez bien ce filtre, mais je voudrais aussi soulever un dernier point, c'est que les sceptiques aussi, ils doivent éviter d'instrumentaliser la physique et de voir ce qu'ils ont envie de voir dans les phénomènes, parce qu'ils ont entendu un vague truc sur la physique. On a récemment fait une critique d'un article qui essayait de montrer que la parapsychologie sera toujours impossible. Et en fait, ils utilisaient la physique n'importe comment aussi. Et ça se voyait très fort qu'ils voyaient ce qu'ils avaient envie de voir dans la physique. Donc, ça compte aussi pour les sceptiques. Donc, si jamais vraiment vous avez quelque chose qui vous préoccupe, quelque chose qui passe ces 2 premiers filtres et qui pourrait laisser penser que la mécanique quantique peut avoir un effet sur la conscience ou sur d'autres choses inhabituelles, eh ben, attendez d'avoir eu l'avis du consensus, attendez d'avoir consulté le consensus, ou s'il n'y en a pas, attendez que le consensus se soit fait parmi les spécialistes, parce que parfois c'est pas encore le cas, et suspendez votre jugement d'ici là. C'est pas une défaite de suspendre son jugement, on n'est pas dans une guerre contre les gens qui sont adeptes des médecines alternatives et tout ça, quoi. Voilà, c'est tout pour moi.